Madame, monsieur, merci de nous prendre en cours. Vous êtes à votre matinale Matin Bonheur. Permettez-moi de vous énoncer le programme pour aujourd'hui. Nous aurons Madame Jocelyne Silué, qui est notre passionnée de cuisine et qui nous propose aujourd'hui le risotto aux champignons et à la pancetta et la rose des sables. Elle en a le secret, elle va nous l'expliquer, ce sera pour tout à l'heure. Monsieur Jean-François Yoman est notre consultant, il est coach en développement personnel. Avec lui, on va voir, et si nos enfants n'héritaient pas que de nos biens? On en parle tout à l'heure. Nous aurons également monsieur Sidney Karams et monsieur Lassina Ouattara. Alors, monsieur Sidney Karams, il est responsable de la bibliothèque Le Roman de Rome. Et monsieur Lassina Ouattara, il est chef de la section contenu multimédia de la RTI. Alors, nous parlons de bibliothèque, nous parlons de multimédia. Il va nous expliquer les bienfaits de fréquenter les bibliothèques. Et puis, monsieur Lansina nous expliquera également le multimédia aujourd'hui. Nous allons voir si c'est complémentaire, si c'est paradoxal, si l'un est l'évolution de l'autre. Nous allons en discuter, ce sera pour tout à l'heure. Et nous allons donc clore cette matinale avec madame Irielou Colette, qui nous parlera bien évidemment du monde agricole et des différents produits et denrées sur nos marchés. Voilà pour le contenu et nous sommes persuadés qu'avec cela, vous allez rester en notre compagnie jusqu'à 8 heures. Madame Silué, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien Mariam, merci. Alors on a l'habitude, ça va très bien. On a l'habitude de voyager avec vous. Oui. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on part en Italie. Aha. On part en Italie avec le risotto aux champignons et à la pancetta. Ensuite, on a un dessert qui se nomme la rose des sables. Voilà. Très bien. Nous sommes tout oui. Ok. Alors, pour commencer, nous allons parler de ce risotto. Alors, on entend risotto, risotto. C'est tout simplement un plat qui est originaire de l'Italie, qui est composé essentiellement de riz, et pas n'importe quel riz. Le riz arborio, qui est ce riz-là. Voilà, on va voir ça à l'antenne. Ce riz rond. Voilà, c'est la spécificité de ce repas. Il ne se fait pas avec d'autres riz, il se fait uniquement avec ce riz rond-là. Voilà, ça donne une certaine texture aussi au plat. Et vraiment, c'est la base. Le riz rond, ça se trouve facilement? Oui, ça se trouve facilement. Ça se trouve facilement. Voilà. C'est ce riz rond-là qu'on utilise comme base. Donc, si on va dans les grandes surfaces, on ne demande pas le riz long grain, on demande le riz rond. Le riz rond, arborio. Voilà, c'est le nom de la ville. C'est comme on dit le riz de Ferké, le riz de Daloa, le riz d'Issia. Voilà, c'est le nom de la ville voilà, dont le riz porte le nom, tout simplement. Donc, pour cette recette-là, on aura besoin de champignons blancs, de champignons frais, et nous aurons aussi besoin de pancetta. Voilà, la pancetta, c'est la partie, c'est la poitrine du porc. Voilà, la poitrine du porc qu'on fait sécher et qu'on enroule. Voilà, ça apparaît comme un gros saucisson, pas même un saucisson, comme une roulade. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà, donc on coupe en tranches, c'est vraiment sec et on utilise ça dans cette recette-là particulièrement. Ensuite, vous aurez besoin d'huile d'olive, de persil plat, d'oignons hachés, de crème fraîche, de vin blanc. Persil plat, ça veut dire quoi? Le persil plat? Plat. Oui, il y a deux sortes de persil. Il y a le persil qu'on connaît et il y a le persil plat. Quand même vous partez dans les grandes surfaces, même au marché, même au marché qu'on connaît, là, vous demandez le persil plat. Il est plat comme ça. Et vraiment, ils sont très bons. Voilà. Et ils sont plus que l'autre qui est plus usuel? Oh, ça dépend des goûts. Comme les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Donc, non, non, il n'y a pas grande différence, mais ça a sa particularité aussi. D'accord. Donc, le persil plat, le vin blanc et le fromage Parmigiano Reggiano. Comment on appelle le fromage? Le Parmigiano Reggiano. Et où est-ce qu'on trouve ce fromage-là? Voilà, ce Parmigiano Reggiano. Et puis j'aime bien parce qu'elle y met l'accent. On peut écouter le nom du fromage? Parmigiano Reggiano. Voilà. Grazie. Merci beaucoup Mariam. C'est un fromage à l'origine italien.
mais qui a traversé les siècles, et qui a conquis le monde entier. Je dis ce nom-là, vous avez l'impression que c'est un nom vraiment extraterrestre. Non, c'est le parmesan. Je m'apprêtais à vous demander, et le parmesan? C'est le nom originel du parmesan. D'accord. Voilà, parce que le parmesan, c'est une déformation de nos amis français. Voilà. Voilà, il y a une anecdote même qui est attachée à cela. C'est lorsque la reine de Parme, qui est une ville de l'Italie, est venue en visite en France. Elle est venue aussi dans ses bagages avec ce fromage-là. Elle a fait connaître cela aux résidents qui étaient là. Ils ont vraiment aimé. Automatiquement, parmesan, parmesan, parmesan. Et depuis le XIIe siècle, on appelle ce fromage aussi parmesan. Parce que lorsqu'elle se déplaçait, elle ne mangeait pas sans saupoudrer de ce fromage de Parme. Ça me rappelle un peu la reine d'Angleterre aussi qui ne boit pas d'autre eau, hein, qui se balade aussi avec ses bidons d'eau. La reine, bonjour. On est sûr qu'elle nous suit hein, ce matin, on est sûr. Mais dites-lui bonjour en anglais. D'accord. Oui. Donc, en fait, c'est du parmesan. Oui, c'est du parmesan. C'est très courant, on trouve ça en supermarché. Oui. Généralement, on le préfère râper pour faciliter les choses. Voilà, râper, ça fond, vraiment, ça donne une certaine onctuosité au risotto. Faut rappeler que le risotto, ça ne se cuit pas de manière sec. Voilà, on porte à ébullition le riz. Oui. Lorsqu'il est bien cuit, on le met de côté, ensuite on s'occupe de la petite sauce qui est composée de crème fraîche, des champignons sautés, de la pancetta découpée, des oignons, du sel. Vous essayez de rectifier l'assaisonnement avec un peu de poivre, tout le persil plat dont j'ai parlé. Et vous arrosez, vous mouillez cela avec le vin blanc. Le vin blanc, vous laissez tout ça s'épaissir et vous ajoutez le riz. Et on mélange, tout simplement. Mais on ne mélange pas jusqu'à ce que le riz absorbe toute la sauce. Non, on mélange ça hors même du feu et on sert automatiquement. Mais à quel moment on met le parmesan là-dessus? C'est à la fin. À la fin, et ça fond, puisque le riz est encore chaud. Bien sûr, ça fond. Voilà, c'est vraiment simple à faire. Voilà, et qu'est-ce que vous avez par-dessus? C'est du champignon? Oui, juste pour une petite décoration. Petite déco, d'accord. Voilà, une petite décoration pour rappeler que l'un des éléments essentiels de cette recette-là, c'est le champignon. D'accord. Voilà, bien évidemment, pour les personnes qui ne mangent pas le porc, vous avez une déclinaison avec notre viande? Oui. Le risotto se fait avec plusieurs choses. Il y a le risotto aux asperges, le risotto au bœuf, le risotto au poulet, le risotto même aux champignons simples. Voilà. D'accord. Vous pouvez, pour ceux qui sont, qui ne supportent pas aussi la viande, vous pouvez faire ça simplement sans mettre la pancetta. Ça ne cause aucun problème. D'accord. Très bien. Et par la suite, qu'est-ce que l'on a? Par la suite, nous avons la rose des sables. Voilà. Quand vous voyez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça encore ce matin? Alors, c'est un dessert qui se consomme vraiment après le repas, bien entendu, ou en collation, dans les après-midi. Vous pouvez même le faire, c'est une idée que je suggère, vous pouvez le faire avec vos enfants. Pourquoi? C'est les vacances, hein, voilà, il faut un peu leur apprendre à cuisiner. Alors, c'est un dessert qui se fait très facilement. C'est à base de quoi? C'est à base de cornflakes. Oui. Ce sont des cornflakes. Oui, ce sont des cornflakes. Alors, cornflakes, ce sont des pétales de céréales qu'on trouve au supermarché. Effectivement. Il y a plusieurs variantes. Donc, on les prend nature. Nature. Pourquoi les cornflakes? Parce que à l'origine même, la rose des sables, c'est un rocher. C'est un rocher qui est constitué essentiellement de cristaux. Voilà, qui se sont aussi constitués par l'évaporation d'eau. Voilà, et c'est un rocher qui ressemble, je vous dis, très pour trait à ce dessert. Voilà. Et l'être humain ayant l'esprit de créativité, a regardé ce rocher, ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas reproduire ça et manger? Voilà. Donc, et la rose de sable se trouve généralement dans le désert? Oui, dans le désert, même en Allemagne, aussi. Voilà, composé. Si vous voyez la rose des sables, vous allez vous dire, mais dis donc, les humains réfléchissent beaucoup. Voilà, donc ils ont tout simplement adapté et ils ont réfléchi dans leur quotidien. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour représenter ce rocher-là? Simplement les pétales de maïs. Les pétales de maïs, vous les prenez, vous les mettez dans du chocolat fondu.
du chocolat fondu. Et vous pétrissez à la main, mais la main très bien lavée. Comme je disais, c'est un plat qui peut se faire avec les enfants. Donc, vous lavez la main jusqu'au coude. Voilà, parce que ça va salir un peu, ça va couler. Voilà. Donc, vous malaxez cela avec vos doigts. Ce que j'aime bien, c'est elle parle avec tellement de passion. Vous malaxez cela avec vos doigts. Madame Sylvie, on vous écoute. Non, je l'imagine en train de malaxer en fait. Oui, je malaxais des... Vraiment pour avoir ce résultat-là. Je regardais la photo et je regardais aussi les cornflakes. Donc, j'ai bien malaxé et vous faites des petites boules que vous mettez soit dans des ramequins ou dans des cassettes en papier, le papier cuisson. Voilà, vous mettez ça et vous ne faites pas cuire. Alors, ramequin, vous nous expliquez que c'est les petits bols comme ça qu'on vend au supermarché. Les petits bols comme ça, les petits bols. Papier cuisson, ça ressemble à du papier calque, sauf que ça va au four. Ça va au four, voilà. Donc, vous mettez ça là-dedans et vous mettez au réfrigérateur au moins 3 heures. D'accord. Voilà. Donc, ça se consomme très frais. Très, très, très frais. Et ça s'appelle comment? La rose des sables. La rose des sables. Madame Silué, merci pour toute cette énergie. Merci pour tous ces voyages. Merci, Mariam. Et pour toute cette passion. Merci beaucoup. Et comment est-ce qu'on vous joint? On me joint au 02 74 61 84. Le 02 74 61 84. Et refaites un peu ces recettes-là. Vous verrez. C'est vraiment bon. C'était donc le risotto aux champignons et à la pancetta, accompagné de la rose de sable. Voilà. Merci encore. Merci, Mariam. Merci. Nous avons, la transition va constituer les propos donc j'énonce, c'est-à-dire que le moment est arrivé pour nous de recevoir M. Yoma Jean-François, qui est notre coach en développement personnel, et il nous parle d'un sujet auquel on doit penser un peu plus souvent. Et si nos enfants n'héritaient pas simplement que de nos biens? Bonjour à vous. Bonjour Mariam. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir que nous prenons langue encore ce matin. Nous voulons saluer nos amis du Mali qui nous suivent vraiment avec Et pourquoi beaucoup... le Mali? C'est plus que les autres? Oui, beaucoup plus que les autres. Après notre passage, il y a 2 mardis, je pense, il y a eu une forte réaction du côté du Mali. Je veux saluer Madame Diallo, qui les représente un tout petit peu, et dire que nous avons un sujet d'intérêt qui est vraiment important. Et si nos enfants n'héritaient pas que de nos biens. J'ai juste voulu faire le jeu de mots en fait avec bien. Bien, c'est vraiment l'ensemble du patrimoine qu'un parent peut laisser, peut léguer ou peut transmettre à ses enfants, donc à ses descendants. Mais derrière le concept de bien, il y a aussi la morale, la façon d'être, des valeurs que nous pouvons transmettre à nos enfants. Il y a une des lois naturelles que nous enseignons donc au niveau du développement personnel, qui est la loi du transfert, loi en vertu de laquelle nous ne donnons que ce que nous avons. En vertu donc de cette loi-là, nous comprenons que les émotions, par exemple, peuvent être transférées à une personne. Une manière d'être peut être transférée à quelqu'un. Et dans cette logique-là également, en tant que parents, nous ne transférons pas seulement à nos enfants un héritage biologique ou un héritage génétique, mais nous pouvons transmettre aussi à nos enfants, bien malheureusement, certaines de nos tares, certains de nos mauvaises façons de nous tenir ou de faire, et que ces enfants-là peuvent recevoir de nous inconsciemment et involontairement, et cela peut modifier fondamentalement leur personnalité et donc leur manière d'être. Je vous prends un exemple pour voir si j'ai bien compris ce que vous nous dites. Vous avez par exemple un monsieur qui a refait sa vie, donc qui a une nouvelle femme et qui élève son fils. Et donc la belle-mère du fils, enfin de la fille, disons que c'est une fille. D'accord. Est-ce qu'au bout de quelques années, physiquement, l'enfant peut ressembler à sa mère biologique, mais au bout de quelques années, est-ce que dans le comportement, enfin si on y voit dans le comportement de la belle-mère, la manière de rire, par exemple, ou bien la manière de faire de la plaisanterie, ou la manière de cuisiner, c'est ce dont vous nous parlez? Il y a déjà cet aspect que nous sommes en train d'évoquer, mais bien plus. D'ailleurs, il y a un dicton célèbre qui dit « qui s'assemble finit par se ressembler ». C'est vrai qu'au quotidien, la pratique nous montre que 2 personnes qui se mettent ensemble, ce qu'on appelle le principe de la similarité, ou 2 personnes qui se mettent ensemble, qui partagent des émotions, qui partagent une vie commune,
vont finir par développer des traits caractéristiques ressemblants. Mais ce dont nous sommes en train de parler encore, c'est le fait de dire que ce que je pose comme acte, par exemple, les attitudes que je peux avoir et qui sont négatives ou positives, peuvent influencer la vie des enfants que je mets au monde. Je prends un exemple qui est d'actualité. On sait par exemple que Whitney Houston, une très grande et célèbre chanteuse américaine, a eu une vie faite de gloire, mais aussi de décadence. Elle a sombré dans la drogue, ceci parce qu'elle s'est mise avec son mari, Bobby Brown et tout ça. Et cette femme va donc connaître une décadence et va mourir d'une certaine façon. Oui. Elle va mourir donc d'une overdose aussi, dans sa salle de bain et dans sa baignoire. Et on va se rendre compte, juste, sa fille est morte hier, et pratiquement des mêmes choses. Hein. On l'a retrouvée également dans une overdose à la drogue, dans sa salle de bain, dans une baignoire. Donc, on a le sentiment que parfois, en tant que parents, nous ne faisons pas suffisamment attention à notre façon de vivre, que nous pouvons relâcher comme ça d'une certaine façon, que nous pouvons léguer aux enfants que nous mettons au monde. Et ça, c'est vraiment caricatural, avec une vie de star, etc. Mais au quotidien, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des choses comme ça que nous pouvons transférer. S'il est clair qu'en termes de maladies, par exemple, on sait que par exemple, il y a des maladies qui sont héréditaires. Mon père peut avoir eu le diabète, et parce qu'il a eu le diabète, je peux aussi choper ce diabète-là. Et donc, il n'y a pas seulement que les maladies, mais il y a aussi parfois des attitudes, des caractères, des façons d'être, des manières de faire qui peuvent être transférées, bien malheureusement, aux enfants que nous avons. Et la conséquence de tout ceci, c'est qu'on n'est parfois pas vraiment conscient de ces actes que nous posons au quotidien, mais qui peuvent devenir vraiment un problème dans notre lignée. Parce que lorsque vous avez pris un exemple, à juste titre d'ailleurs, de la chanteuse Whitney Houston, dans sa baignoire, et sa fille, qui hier est morte, même si ça fait des mois qu'elle était pas très bien portante. Tout à fait. 7 mois dans le coma. 7 mois dans le coma, mais comment est-ce que l'on peut lier les deux? C'est-à-dire, la dame a eu sa vie, elle est partie, et quelques mois après, sa fille reproduit la vie de sa mère. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce lien? Et c'est justement la loi du transfert, qui est une loi tout à fait naturelle, par laquelle nous pouvons comprendre ce principe-là. Mariam, nous sommes en fait une entité tripartite. Tripartite veut dire que nous sommes constitués de 3 parties importantes. Le corps, l'âme et l'esprit. Voici donc les 3 composantes de l'être humain. La réalité, c'est que nous ne transmettons pas seulement à nos descendants, donc aux enfants que nous mettons au monde. Nous ne leur transférons pas seulement que nos caractères physiques. On peut voir par exemple que Mariam ressemble très pour très par exemple à son père, parce qu'elle a des traits du père, le nez, etc., les yeux, etc. Parce que ça, c'est un héritage qui est beaucoup plus génétique. Donc ça, c'est vraiment une partie qui est liée au physique. Mais les 2 tiers de notre personnalité, c'est l'âme et l'esprit, mais qui sont immatériels, qui sont complètement spirituels. Et cette partie de nous aussi, nous la transférons. Sachant que l'âme, c'est tout ce qu'il y a comme émotion, sensation, désir, etc. L'esprit, c'est tout ce qu'il y a comme intelligence, pensée, etc. En d'autres termes, lorsque je décide, par exemple, d'avoir un enfant, quand je vais avec mon épouse, ma compagne, etc., je ne fais pas que transférer ma sémence dans cette personne, mais je transfère aussi dans cette personne qui est en train d'être constituée une partie aussi de mon âme, une partie aussi de mon esprit. Il s'avère que le comportement que j'ai, la manière dont je vis, les expériences négatives que je n'ai pas appris à dénouer. Et c'est pour cela que c'est important au niveau de développement personnel que nous apprenions à régler les problèmes que nous avons. Parce que quand nous ne réglons pas, par exemple, des problèmes psychologiques ou des problèmes de personnalité que nous avons, finalement, ça devient des nœuds que nous transmettons aussi aux enfants qui naissent après nous. Parce qu'ils ne reçoivent pas seulement que de nous le côté physique, mais ils reçoivent aussi notre côté qui est
immatériel. Et ce côté immatériel, nous pouvons le retrouver, par exemple, dans des études qui ont été menées en Angleterre, au niveau, par exemple, de l'épigénétique. Dans l'épigénétique, on comprend que un père, par exemple, qui a eu une vie instable, qui a été, par exemple, incapable de mener des relations vraiment de manière constante, a pu avoir des enfants, mais que ces enfants-là, comme de part extraordinaire, avaient eux aussi des difficultés à se stabiliser dans leur relation à eux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à regarder de très près et à se rendre compte qu'en fait, finalement, dans mon développement personnel, je ne change pas finalement que pour moi. Je n'apprends pas en fait à améliorer, à performer ma vie que pour moi. Mais si j'ai un projet, par exemple, de vie, ou j'ai un projet de faire des enfants, d'avoir une descendance, je dois me rendre compte que ces enfants-là ne doivent pas être finalement le support de mes mauvaises actions. Beaucoup de questions à vous poser. Oui. D'abord, comment est-ce que vous voulez qu'un monsieur qui ait eu une vie décousue, Oui. d'abord qui nous écoute aujourd'hui, Exactement. il se dise, bon, je vais faire un effort et je vais changer. Oui. Moralement, il prend cette décision. Oui. Est-ce qu'en allant avec une femme, Oui. en se disant, il faut que mon enfant soit bien, Oui. il faut qu'il soit différent de moi, est-ce que ça suffit pour que la mutation s'opère? Première question. Deuxième question. Un monsieur qui n'a pas l'intention de changer sa vie, qui va avec une femme, et pour le plaisir physique et non pas pour avoir des enfants. Et puis, donc, la femme tombe enceinte. Oui. Est-ce que cet enfant est forcément condamné à reproduire le schéma de vie de son géniteur? Bien heureusement, nous sommes constitués avec des spécificités qui nous sont propres. Il y a des enfants, par exemple, qui naissent et qui, malgré le fait qu'ils soient nés d'une famille entre guillemets presque très compliqué à comprendre ou à interpréter, peuvent développer intérieurement ce qu'on appelle une âme qui est forte, donc une personnalité qui est forte et qui ne se soumet pas forcément aux aléas ou aux difficultés de la famille desquelles ils sont issus. Mais ce sont des cas isolés et très rares, mais il se trouve des cas pareils. Maintenant, dans la majeure partie des cas, ce qui est important et que nous conseillons aux personnes qui viennent nous rencontrer, c'est que un enfant, c'est beaucoup plus que le résultat en fait d'une relation intime. Un enfant doit être un projet. On doit le désirer, on doit le vouloir, on doit déjà pouvoir avoir une idée du type d'enfant qu'on aurait souhaité avoir. Parce qu'au moment, par exemple, où nous allons avec quelqu'un, il est important que nous sachions que les émotions que nous dégageons, ce que nous ressentons en nous-mêmes vont constituer en fait les premiers éléments de la personnalité de l'enfant que nous allons avoir. D'accord. En réalité, si je ne m'attendais pas réellement à avoir un enfant, et si dans mon esprit, par exemple, je n'étais pas préparé à avoir un enfant, et c'est valable aussi bien pour la femme que pour l'homme. Vous savez qu'en général, c'est une femme qui ne s'attendait pas vraiment à avoir un enfant, qui n'avait pas programmé particulièrement cet enfant, peut faire un déni de grossesse. C'est-à-dire que jusqu'à 4, 5, 6 mois, elle peut ne même pas présenter un seul signe de grossesse, et puis finalement elle va se rendre compte que l'enfant il est bel et bien dans son sein. C'est pas parce qu'elle ne se rend pas compte qu'il est là qu'il n'est pas là. Ça veut dire que finalement dans ce premier trimestre jusqu'au deuxième trimestre de la grossesse, l'enfant, parce que nous avons dit il y a dans des émissions précédentes, par les canaux sensoriels que la mère va transmettre à l'enfant, du coup elle dit à l'enfant j'ignore que tu es là, je ne tiens pas compte de toi. Et finalement elle n'a pas préparé vraiment cette venue de l'enfant. Donc il y a des sentiments que la mère va ressentir, qu'elle va amener à l'enfant comme message. Tu n'es pas un enfant désiré, tu n'es pas un enfant prévu. À la limite, tu es un accident de la nature. Tu es imprévu, par exemple. Un enfant qui naît avec ce genre de prédisposition, Mariam, il va sans dire que dans sa croissance, dans son développement, il va développer forcément une nature qui le pousse à ce qu'on appelle le complexe de rejet. C'est un enfant qui va avoir des attitudes qu'on ne comprendra pas tout de suite. On va se dire peut-être qu'il aime être dans son coin, il n'aime pas être dérangé. Quand il y a un peu de monde, il se met de côté, il ne s'implique pas, c'est quelqu'un qui est associable, etc. Mais en réalité... Et ça, c'est valable même si la mère ne l'a pas dit à l'enfant. Même si la mère ne l'a pas dit à l'enfant. Elle l'a peut-être pensé, elle a mené, malgré elle, effectivement, la grossesse jusqu'au terme, elle a accouché, mais l'enfant ne sait pas ce dont vous parlez. Exactement. Mais vous nous expliquer que malgré cela, il va développer
Tout à fait, parce que dans la loi du transfert dont nous parlons ce matin, duquel est issu le sujet dont nous sommes en train de parler, nous transférons non pas seulement ce que nous disons, mais nous transférons aussi ce que nous pensons, nous transférons ce que nous ressentons. Vous savez que l'impact que nous pouvons avoir sur une personne va au-delà des paroles que nous pouvons dire à la personne. Parfois dans notre manière de nous comporter avec la personne. Parfois c'est inconscient, mais lorsque je n'ai pas désiré réellement un enfant, lorsque je n'ai pas prévu, programmé de façon particulière la venue au monde d'un enfant, il est clair que même si de façon morale, etc., j'essaie d'arrondir les angles, mais il y a une certaine émotion que l'enfant ne ressent pas. Vous savez, de 0 jusqu'à pratiquement 2 ans, l'enfant n'a pas une intelligence, comme j'aime à le dire, qui est rationnelle. Il a une intelligence qui est beaucoup plus émotionnelle. Donc l'enfant, il est beaucoup plus dans les traits du visage. Il est beaucoup plus dans ce que vous lui communiquez en termes d'émotions. Et si l'enfant ne reçoit pas ces émotions positives, il ressent en lui-même justement ce complexe de rejet, il se sent rejeté. Et ce rejet-là va avoir à moyen ou à long terme des implications dans sa personnalité. Ça va devenir donc des ramifications très particulières. On va découvrir par exemple qu'à l'âge adulte, c'est un enfant qui va avoir par exemple de l'aversion pour le genre féminin, qui va avoir de l'aversion par exemple à s'attacher par exemple à une femme parce que dans sa période de conception ou peut-être après sa conception, il n'a pas ressenti cet amour maternel-là. Et dans d'autres cas, ça va devenir de la frivolité. Alors, un père alcoolique, une mère prostituée. L'enfant sera forcément marqué par cela au point de développer des réactions similaires dans sa vie. Des réactions similaires. Et c'est vraiment en cela que nous sommes interpellés en tant que parents. Je disais il y a 2 semaines, la parentalité, ce n'est pas seulement le fait de mettre des enfants au monde, mais c'est la prise de conscience de l'impact que nous pouvons avoir sur ces enfants-là. Un père alcoolique, une mère prostituée, c'est vraiment un enclos dans lequel un enfant ne devrait pas pouvoir évoluer. C'est malheureusement pas le lieu où un enfant devrait pouvoir vivre. Mais qu'est-ce que nous voulons? La société est faite de sorte qu'on ne peut pas, et comme je l'ai dit, notre rôle en tant que coach en développement personnel, c'est pas de juger, c'est de comprendre ce qui peut amener certains comportements et comment on peut agir sur ces comportements et devenir meilleur. Mais il va sans dire qu'un enfant qui naît dans cet environnement, donc les parents, ils sont présents physiquement, mais absents de la vie de cet enfant. Parce qu'un père alcoolique, ça suppose que les états de conscience de ce père-là ne sont pas réguliers. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui a un état de conscience qui n'est pas régulier ne peut pas avoir conscience qu'on a besoin de lui. Donc, c'est déjà un problème. Un père qui est alcoolique, c'est déjà aussi certainement une certaine honte, un manque de confiance. Finalement, l'enfant, il n'a pas de modèle. La mère qui est prostituée aussi, vous convenez avec moi, Mariem, qu'elle ne peut pas être forcément disponible, elle ne peut pas être forcément là. Donc, l'enfant va... Et là, vous parlez de comportement. Moi, je parle de l'héritage à la naissance. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà un environnement qui est créé dans lequel l'enfant va baigner. Et comme nous l'avons dit, que notre personnalité se constitue de 3 façons. D'abord, ceux de qui nous sommes nés. Ensuite, l'environnement dans lequel nous évoluons et les expériences que nous faisons. Donc, dans le cas de cet enfant, premièrement, l'environnement dans lequel il est né le prédispose à une certaine vie. Mais en dehors de cet environnement dans lequel il est né, c'est la jonction donc de 2 comportements, la jonction de 2 attitudes, la jonction de 2 manières de faire qui sont transférées finalement à cet enfant. Et c'est l'héritage finalement qu'il reçoit de ses parents. Et un tel enfant aura besoin d'accompagnement particulier. Il aura besoin d'être pris en compte et d'être compris à un moment donné de sa vie, parce que au moment où il va avoir besoin de trouver le modèle de vie dans lequel il doit s'inscrire, il ne trouvera rien d'autre que ce qu'il a reçu. Et c'est à partir de là que justement l'enfant va s'exprimer. Et c'est ce qui explique parfois, Mariem, cette violence que nous voyons au sein de notre jeunesse actuelle. Parfois on se dit, on a une jeunesse qui est violente, qui ne répond que par la violence. Mais cette jeunesse-là provient de certains parents. Et donc si ces parents-là, à la base, n'ont pas eu d'autre choix que de donner ce qu'ils avaient, qui était peut-être un discours violent à la maison par exemple, l'enfant ne va faire qu'hériter de cela et va le transmettre. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qu'il faut amener les uns et les autres à comprendre que nous n'avons pas seulement un héritage biologique, un héritage génétique ou matériel à livrer ou à donner
à nos enfants, mais nous avons aussi un héritage en termes de valeurs rares que nous devons pouvoir transmettre aux enfants que nous avons. On vous joint comment? On nous joint au plus 225 01 140 174 ou plus 225 59 57 63 67. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée. Bonne journée. Alors, je vous l'ai annoncé tout à l'heure lorsque nous vous expliquions le contenu donc, de cette matinale. Nous avons M. Sidney Karams qui est avec nous en plateau. Il sera accompagné de Lassina Ouattara également. Alors, monsieur, il est responsable de la bibliothèque Le Romandrome. Et puis, monsieur Ouattara, il est chef de la section contenu multimédia à la RTI. La raison pour laquelle ces deux personnes sont sur le plateau, nous allons parler de la bibliothèque aujourd'hui. Le côté conservateur, traditionnel, réel de la bibliothèque, papier, documents, livres, et puis le côté multimédia également. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui si l'un est l'évolution de l'autre, si c'est complémentaire, ce qu'il y a lieu de faire, et comparer peut-être les deux. Mais juste avant, nous avons un micro-trottoir à vous proposer, on se retrouve juste après. Toutes les recherches que j'ai voulu, j'ai trouvé ça sur Internet. Je ne connais pas de bibliothèque en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas. Je ne suis jamais allée à une bibliothèque au fait. Actuellement, c'est l'Internet. On opte tous pour l'Internet au fait. À partir de l'Internet, on a accès même à certaines bibliothèques. À partir de l'Internet, on peut lire, faire plein de recherches. Oh, bon, dans une bibliothèque, bon, si c'est pas trop osé, c'est perdre un peu de temps. Donc moi, je pense bien que la bibliothèque est un peu dépassée. Tout participe à la formation. Donc du moment où ça existe, si ça existe et puis on peut, par exemple, il y a des romans qu'on nous donne dans les établissements, souvent même les sujets qu'on tire pour les compos en français et autres là,